Bon, nous allons continuer avec notre visite de l'immunité. Cette fois-ci, nous allons attaquer la section qui dit que les anticorps produits lors de la réaction humorale ciblent les antigènes extracellulaires. Comme d'habitude, on a les objectifs d'apprentissage, définir l'immunité humorale, décrire le processus de sélection clonale d'une cellule B, et expliquer les rôles des plasmocytes et des cellules mémoire dans l'immunité humorale, comparer la réaction humorale primaire et la réaction humorale secondaire. On continue avec les objectifs. Comparer l'immunité humorale active avec l'immunité humorale passive. Expliquer en quoi consiste un vaccin et discuter de ses avantages et inconvénients possibles. Décrire la structure d'un anticorps monomère, nommer les 5 classes d'anticorps, décrire les fonctions particulières de chacune et situer son lieu d'action. Expliquer les 4 grands mécanismes d'action des anticorps, expliquer comment on obtient des anticorps monoclonaux et décrire certaines de leurs applications cliniques. Alors, nous, ouais, objectif là, bah, yo, chargé. OK? Maintenant, vous comprenez les étapes communes de la maturation et de l'activation des lymphocytes. Voyons comment ce processus général s'applique aux lymphocytes B. Dans la lymphocyte B jusqu'à présent, cellule B. Lorsque un lymphocyte B rencontre son antigène, ce dernier déclenche la réaction immunitaire humorale, durant laquelle seront fabriqués des anticorps propres à cet antigène. Première section, activation et différenciation des lymphocytes B. Un lymphocyte B immunocompétent mais naïf, donc qui n'a pas été présenté à l'antigène, est activé lorsque les antigènes correspondants se lient aux récepteurs adjacents de sa membrane pour former des ponts ou des lésions croisées entre ces derniers. Et ici, vous avez justement l'antigène, OK, qui est présenté au lymphocyte B. La liaison de l'antigène est immédiatement suivie de l'endocytose par récepteurs interposés des complexes antigènes-récepteurs. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, cette séquence d'événements déclenche le processus de sélection clonale qui précède la prolifération et la différenciation en cellules effectives. Heureusement, nous avons la figure 21-11 qui va l'expliquer nous ça plus clairement. Comme nous le verrons bientôt, les interactions avec les lymphocytes T sont habituellement nécessaires pour que les lymphocytes B soient complètement activés. Donc, nous avons partie de l'action lymphocyte B et c'est la traversée des lymphocytes T que nous avons action complète lymphocyte B. On y a l'antigène bouillon dans la tête, on va voir ce qu'on donne dans le tableau. Donc, le tableau, on nous dit toujours que nous sommes dans les défenses adaptatives, donc l'immunité humorale. Et la première chose qui arrive, nous avons la réaction primaire. Donc, ces premières rencontres avec l'antigène. Et ça, on avait affaire à des lymphocytes naïfs. Si bah, rouge, c'est antigène là, ça, c'est anticorps là, et ça, c'est lymphocyte. Donc, nous voyons que lymphocyte avec ses anticorps, les anticorps vont changer de couleur. Est-ce que signification, on verra. Donc, l'antigène se lie au récepteur membranaire d'un lymphocyte B naïf spécifique. Donc,
lymphocyte B. OK? Un lymphocyte B ne porte pas de récepteur pour cet antigène. Les lymphocytes B qui ne portent pas de récepteur pour cet antigène demeurent inactifs. OK? Donc ça, c'est la première version de la réaction primaire. Vous gagnez la réaction secondaire. Donc, le lymphocyte B est activé et qu'est-ce qu'il fait? Donc là, ça, c'est un lymphocyte ça, ce sont les autres lymphocytes à couleur qui est différente qu'on y a. Donc, c'est parce que, tout simplement, ces lymphocytes-là sont inactifs puisque ils ne peuvent pas reconnaître antigène. C'est ça qui fait aucune couleur différente. Vous me comprenez? OK? Donc, antigène, ça, il est reconnu simplement par ce type de lymphocyte. Les autres qui ne possèdent pas de récepteurs pour ces antigènes, ils restent inactifs. C'est ça seulement qui est activé. OK? Donc, le lymphocyte B est activé et qu'est-ce qu'il fait? On a prolifération pour former un clone. OK? Et ces clones-là vont se transformer. OK? Donc, on continue. On dit qu'on a été coupé. Ce sont les aléas de l'Internet. Donc, je vais reprendre. Donc, je reprends parce que je ne me pas compte depuis quelle heure on a été coupé. Donc, ici, nous avons le tableau. Ce tableau qui nous montre la sélection clonale d'un lymphocyte B. Donc, première partie, on a la réaction primaire. Donc, antigène non vini et nous gagnons plusieurs types de lymphocytes B naïfs. Seuls les lymphocytes qui ont les récepteurs pour cet antigène vont être activés. L'autre a été inactif. Ça, le lymphocyte B qui est activé, OK, les poils font veulent former des clones. Donc, prolifération pour former un clone. OK? Et ces clones-là, il y a deux bagues qui arrivent. Soit le transformer en lymphocyte B effecteur qu'on appelle les plasmocytes, représentés là, soit l'irriter en mémoire, c'est le lymphocyte B mémoire, prêt à répondre au même antigène. Et les plasmocytes, eux-mêmes, nous pourront sécréter anticorps. Réaction secondaire. De la réaction secondaire, c'est la c'est la deuxième attaque de l'infection. C'est la réaction secondaire. Qui s'est pas passé de ça? La stimulation subséquente, oui, regardez gros français, la stimulation subséquente par le même antigène déclenche une réponse plus rapide. Donc, antigène en écrit vini et euh, cellule B mémoire là, il formait rapidement les plasmocytes qui ont même pas le sécréter anticorps. Et comme ouais, réaction ça plus rapide et plus violente. OK? Là, c'était quelques petits graines que je t'ai montré là. Et puis ouais, ici, il fait plus rapide. OK? Avec naturellement les lymphocytes mémoire qui, euh, qui restent là. OK? Donc, on retourne au TNTA. La plupart des cellules du clone deviennent des plasmocytes, comme on a vu sur le schéma. Cellules effectrices de la réaction humorale qui sécrètent les anticorps. Ces plasmocytes élaborent
la machinerie interne complexe en grande partie constituée du réticulum endoplasmique rugueux. On se rappelle, c'est le réticulum endoplasmique rugueux qui va faire la maturation des, euh, des protéines. Or, on verra plus tard que les anticorps sont des protéines. OK? Ces plasmes élabore la machinerie interne complexe, en grande partie constituée de réticulum endoplasmique rugueux, nécessaire à la synthèse des anticorps, au rythme extraordinaire d'environ 2000 molécules par seconde. Rien que ça. Hmm. Chacun des plasmes fonctionne à cette allure pendant 4 ou 5 jours, et après ça, monsieur, bag, il meurt. Les anticorps sécrétés, dont chacun possède les mêmes propriétés de liaison à l'antigène que les récepteurs membranaires du lymphocyte B naïf, circulent dans le sang ou la lymphe. On a vu que c'est en dehors, ils sont extracellulaires. Ils se lient alors aux antigènes exogènes présents à l'extérieur d'une cellule, dans le liquide interstitiel par exemple. Donc, il se lie alors aux antigènes exogènes spécifiques qu'il rencontre pour former des complexes antigènes-anticorps. Les antigènes ainsi marqués sont détruits grâce à d'autres mécanismes innés ou adaptatifs. Certains lymphocytes de clones ne se transforment pas en plasmocytes, comme on a vu ça sur le schéma, mais en cellules mémoire à durée de vie prolongée qui peuvent entraîner une puissante réaction humorale quasi immédiate si elle rencontre de nouveau le même antigène. C'est ça, vous direz, phase secondaire. Est-ce que c'est bien phase, je te dis, bon, ouais, réaction primaire et réaction secondaire. OK, bon, ça, c'était activation et différenciation des lymphocytes B. Maintenant, on va voir la mémoire immunitaire. La prolifération et la différenciation cellulaire décrites plus haut constitue la réaction inflammatoire primaire, donc la primo-infection, lors de la primo-infection. Cette réponse se met en place lorsque la toute première exposition, lors de la toute première exposition à l'antigène particulier. Donc ça, j'aime dire là, la réaction primaire, là, c'est la première infection, c'est la première fois que l'organisme vient en contact avec antigène. Antigène, c'est microbe. Songez, antigène, ça gène, anticorps vient du corps. OK? Elle comporte habituellement une phase de l'attente de 3 à 6 jours après la stimulation antigénique. Ah, ni antigène en retard, ou guettant malade, puisque le point 3 à 6 jours. Pendant ce temps-là, antigène, waouh, il va continuer à proliférer. Cette phase représente le temps nécessaire pour la prolifération de quelques lymphocytes B spécifiques de cet antigène, environ 12 générations, et pour la différenciation de leurs descendants en plasmocytes. Après cette phase, la concentration plasmatique d'anticorps augmente et atteint une concentration maximum vers le 10e jour. Donc, lors de la prime infection, vous commencez à combattre. Bon, vraiment, infection à partir du 10e jour environ. C'est la phase de croissance. OK? La phase de décroissance s'engage lors de la synthèse, lorsque la synthèse des anticorps commence à diminuer. Et à ce moment-là, on doit aller voir la figure 21-12. Ici, c'était 11. On a regardé 21-12. Bien loin, oui. Donc, 21-12, c'est un diagramme. La légende dit réaction humorale primaire et secondaire. La réaction primaire de l'antigène A produit des cellules mémoire qui déclenchent une réaction secondaire plus intense à cet antigène. La réaction à l'antigène B est indépendante de la réaction à l'antigène A. Donc, on a deux antigènes. Donc, ici, vous avez la réaction primaire. L'antigène primaire, l'antigène A se produit avec un certain retard.
La réaction secondaire à l'antigène A est plus rapide et plus intense. Voilà. OK? Donc, en haut, ici, ce côté-là, c'est titre, c'est-à-dire concentration d'anticorps dans le sérum. Donc, son exemple qu'on s'avait au point, ça permettait, je dis, unité arbitraire. OK? Donc, ouais, lors de la réaction secondaire, le taux d'anticorps augmente. OK? Donc, ici, première exposition, ouais, de 0 à 7 jours, et c'est jusqu'à 10 jours que les anticorps-là commencent à sécréter. OK? Tandis que lors de la seconde exposition, regardez, OK? C'est plus rapidement que anticorps sécrétés et en plus grande quantité. OK? Et il comparé seconde exposition à l'antigène A et première exposition à l'antigène B. Donc, la réaction secondaire, OK, est toujours plus forte que la réaction primaire. On continue. C'est là que nous étions. Non. Deuxième page, ici. OK. Une nouvelle exposition au même antigène, que ce soit pour une deuxième ou pour une 20e fois, déclenche une réaction immunitaire secondaire. Ce type de réaction est plus rapide, plus intense et plus long que la réponse initiale parce que le système immunitaire a déjà été sensibilisé à l'antigène et que les cellules mémoire sont en place et en état d'alerte. Ces cellules mémoire assurent ce qui est communément appelé la mémoire immunitaire. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est le titre de cette section, mémoire immunitaire. Moins de quelques heures après la reconnaissance de l'antigène comme un ancien ennemi, une nouvelle armée de plasmocytes se constitue. En 2 ou 3 jours, la concentration d'anticorps dans le sang, appelé titre, qu'on avait vu dans le schéma, grimpe et atteint un niveau bien supérieur 50 à 10 fois plus à celui de la réponse primaire. Des anticorps fabriqués au cours d'une réaction secondaire ont une affinité plus grande pour l'antigène et s'ils lient le solidement et leur concentration dans le sang demeure élevée pendant des semaines, voire des mois. C'est ainsi qu'en présence de signaux chimiques appropriés, les plasmocytes peuvent continuer à fonctionner pendant un laps de temps beaucoup plus long que les 4 ou 5 jours de la réaction primaire. Les cellules mémoire subsistent pendant de longues périodes chez les animaux, chez les humains, pardon, et un grand nombre d'entre elles conservent leur capacité à provoquer des réactions humorales secondaires tout au long de la vie. Ces mêmes phénomènes généraux surviennent au cours de la réaction cellulaire. Une réaction primaire mobilise un groupe de cellules effectifs dans le cas des lymphocytes T et produit des cellules mémoire qui peuvent ensuite déclencher des réactions secondaires. Bon, plutôt font nous on dit traverser ces lymphocytes T. OK? Donc, on a vu la mémoire, OK, l'immunité, la mémoire de l'immunité. Maintenant, on va voir l'immunité humorale active et passive. Donc, on a vu comment est-ce que les lymphocytes B se préparent, comment ils sont activés, comment ils se transforment en plasmocytes et d'autres cellules de la mémoire. OK? Donc, on a vu maintenant les cellules de la mémoire, elles permettent de faire la réaction secondaire, qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus durable. On y a, nous va arriver dans immunité humorale active et passive. Donc, on recommence, on retourne vers la sécrétion des plasmocytes. Donc, lorsque vos lymphocytes B rencontrent des antigènes et produisent des anticorps contre ces derniers, vous présentez une immunité humorale active. OK? L'immunité active s'acquiert de 2 manières. Elle peut être acquise naturellement lors d'une infection bactérienne ou virale, pendant lesquelles
Nous pouvons présenter des symptômes de la maladie et souffrir un peu ou carrément beaucoup, mais cette immunité peut être acquise artificiellement lorsque nous recevons des vaccins. Après que les chercheurs ont constaté que les réactions secondaires étaient nettement plus rapides ou plus violentes, plus vigoureuses, on a assisté à une véritable course à la mise au point de vaccins susceptibles d'amorcer une réaction immunitaire en permettant une première rencontre avec l'antigène. Donc, songez objectif là, en le temps, on vous explique le pourquoi des vaccins. La plupart des vaccins contiennent des agents pathogènes morts. Exemple, vaccin contre la rage et la grippe, ou atténués, c'est-à-dire vivants mais extrêmement affaiblis. Exemple, vaccin contre les oreillons et la rougeole, ou des éléments de ces agents pathogènes, vaccin contre l'hépatite B. Les vaccins sont doublement bénéfiques. Pourquoi? Parce que les antigènes affaiblis fournissent des déterminants antigéniques fonctionnels qui sont dotés à la fois d'immunogénicité, donc ça provoque la réaction immunitaire, et de réactivité, on peut réagir. Ces vaccins-là nous épargnent également la plupart des symptômes de la maladie qui se manifestent au cours de la réaction primaire, comme c'est le cas d'une immunité acquise naturellement. Bon, alors là, ma pas ajouté un petit bémol. Qui nous épargne la plupart des symptômes de la maladie, oui, mais il y a des vaccins qui vous rendent malade. Vous n'allez pas être autant malade que si c'était vraiment le vrai antigène qui venait, mais il y a quand même des petits malaises qu'on sait avoir et qu'il y a même des fois de gros malaises qu'on peut avoir lors du vaccin. Donc, des chercheurs ont également mis au point ce qu'il est convenu d'appeler des injections de rappel, capables d'intensifier la réaction immunitaire au moment de rencontres ultérieures avec le même antigène. Donc, c'est ça qui fait que au vacciner au fois, ou première dose, deuxième dose, troisième dose, etc. Les vaccins ont permis d'éradiquer la variole. D'ailleurs, le mot vaccin provient de vaccine, qui est le nom de la variole bovine. Ils ont considérablement diminué le mal causé par des maladies infantiles potentiellement graves comme la coqueluche, la diphtérie, la poliomyélite, la rougeole, ces fameuses maladies enfantines que nous ne fait qu'une seule fois. Maintenant, nous comprenons pour qui ça nous fait maladie ça une seule fois. Chez les adultes, ils ont fortement réduit les cas d'hépatite, de tétanos, de grippe, de pneumonie et de méningite. Donc, ça réduit parce que ces maladies-là ne sont pas totalement immunisantes à 100%. Et même si schéma que je dit pour nous regarder, immunité humorale ou bien active, elle peut être acquise naturellement lorsqu'on prend maladie, elle peut être acquise artificiellement lorsque on prend un vaccin. Donc, la mémoire immunitaire est une conséquence, je lis en bas, la mémoire immunitaire est une conséquence des types actifs d'immunité. Les types passifs d'immunité ne confèrent aucune mémoire immunitaire. Donc, les types passifs d'immunité ne confèrent aucune mémoire immunitaire. Et ce qu'on va voir, l'immunité humorale passive. Donc, les vaccins classiques présentent toutefois des inconvénients, notamment celui de ne pas être totalement efficace ou durable qu'on le souhaite, aussi efficace et durable qu'on le souhaite. Il arrive aussi que des protéines contaminantes, par exemple l'albumine des œufs, déclenchent une réaction allergique au vaccin, comme je dit l'avant. Donc, on va passer à la deuxième immunité, immunité humorale passive. Elle se distingue de l'immunité active par le degré de protection qu'elle procure et par la source des anticorps. Donc, c'est surtout la source des anticorps et est-ce que peut provoquer immunité. Au lieu d'être élaborés par vos plasmocytes, les anticorps déjà préparés sont introduits dans votre corps. Par exemple, pour le tétanos, ça va être sérum antitétanique. Donc, au lieu d'être élaborés par vos plasmocytes, les anticorps déjà préparés sont introduits dans votre corps. En conséquence, vos lymphocytes B ne sont pas stimulés et la mémoire immunitaire ne s'établit pas. Et la protection fournie par les anticorps empruntés cesse dès que ces derniers sont naturellement dégradés dans l'organisme.
L'immunité passive est communiquée naturellement au fœtus lorsque les anticorps de la mère traversent le placenta et entrent dans la circulation fœtale. Et au nourrisson, quand les anticorps sont ingérés dans le lait maternel, qui genre ça, colostrum, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, le premier lait de la mère qui est le colostrum. Pendant plusieurs mois après la naissance, le bébé est protégé contre tous les antigènes auxquels la mère a été exposée. L'immunité passive peut être artificiellement conférée par l'injection d'anticorps exogènes provenant de l'extérieur de votre corps, comme la gamma-globuline qui est récoltée à partir du sérum du donneur immunisé. La gamma-globuline est administrée de façon courante après une exposition au virus de l'hépatite. Les anticorps exogènes sont utilisés pour prévenir l'hépatite A et pour traiter les intoxications dues aux morsures des serpents venimeux, des sérums antivenimeux, des infections causées par le botulisme et le tétanos antitoxines. Ainsi, le tétanos, il donne des toxines. Donc, l'immunité passive va donner des antitoxines, ainsi que la rage, car ces intoxications et maladies potentiellement foudroyantes pourraient tuer une personne avant que l'immunité active, parce qu'on a vu ça peut prendre jusqu'à 10 jours, avant qu'une immunité active ait eu le temps de se constituer. Les anticorps administrés assurent une protection immédiate, mais leur effet est de courte durée, 2 à 3 semaines. Par exemple, pour le tétanos, pour la prévention du tétanos, il faut deux choses. Premièrement, vous donnez le sérum antitétanique qui donne à la personne une immunité passive, mais, OK, pour que cette personne-là soit totalement couverte, il faut aussi donner le vaccin antitétanique. Parce que le tétanos, bon, j'anticipe un petit peu, tétanos là, c'est microbes là qui étaient dans la plaie, et puis qui sécrété des toxines. Donc, l'orbaille SAT, c'est-à-dire que l'orbaille et sérum antitétanique là, il peut attaquer toxines. Ce sont des antitoxines. Mais, si plaît à pas bien nettoyer, après 2 ou 3 semaines, OK, SAT a disparaître. Et tétanosan ka, kounya, li pa gen antitoxine ki la, li ka recommencer bon problème et tuer moun nan. Donc, cette immunité passive, je redis là, OK, obligé by li parce que la réaction primaire peut prendre 10 jours, comme on a vu. Et à ce moment-là, antigène à lui-même, il développé sans contrainte. Mais pour que moun nan, je le redis encore, pour que moun nan li complètement couvert, pour ou bal vaccin en tout. Donc, deuxième partie du schéma. OK? Donc, immunité humorale passive acquis naturellement lorsque les anticorps de la mère passent par le placenta au fœtus ou bien grâce au lait maternel et active artificiellement, c'est lors de l'injection de l'antisérum, on appelle les gamma globules. OK? Et on va voir les anticorps. Mais avant, nous pas le garder, ça aurait les déséquilibres hormonaux. C'est-à-dire que c'est la fameuse grippe H1N1 qui a fait couler beaucoup d'encre pour rien. Donc, en juin 2009, l'apparition d'un nouveau virus de l'influenza H1N1 a donné naissance à la plus récente des pandémies de grippe. Il faut dire que l'OMS, tout et pour ça, il est exagéré. OK? Cette dénomination indique d'une part le type de virus en cause, A, B ou C, et d'autre part la nature des protéines virales de surface. H pour hémagglutinine et N pour neuramidase. Donc, ce sont des protéines virales de surface. L'hémagglutinine participe à l'adhérence du virus sur la membrane des cellules. OK? Des cellules infectées. Tandis que la neuramidase aide le virus à quitter la cellule et à pénétrer dans les couches de muqueuses de l'épithélium respiratoire. Quant aux chiffres, ils correspondent aux différents types observés H1, H16, de H1 à H16, de N1 à N9. Jusqu'à présent, les virus de type A sont à l'origine des épidémies les plus importantes. Donc, au cours de l'automne 2009,
Les individus grippés, mais par ailleurs en bonne santé, ont généralement guéri spontanément au bout de quelques jours. Toutefois, le virus H1N1 s'est attaqué à des cibles inhabituelles. Exemple, les enfants et les adultes en bonne santé de moins de 50 ans ont compté parmi 40% des cas graves associés à des complications respiratoires. Les personnes nées avant 1957 ont semblé moins vulnérables en raison d'une immunité partielle qu'elles auraient acquise. Donc, on suppose, par contre, pas sûr à 100%, qu'elles auraient acquise après être entrées en contact avec une souche virale similaire durant leur enfance. L'apparition de cette nouvelle pandémie a nécessité une vaccination massive de la population, oui. OK, vaccination qui est discutable parce que comme il y a en contact avec virus, hein, pour préparer vaccin, hein, donc là, on commence à préparer vaccin, hein. Virus a commencé à attaquer le monde. La vaccination demeure l'approche la plus efficace contre la grippe, car elle prévient la propagation au sein de la population et évite de recourir aux médicaments antiviraux tels que oseltamivir, le fameux Tamiflu, ou le Zanamivit, qui est le Relanzin, deux inhibiteurs de la néraminase. OK, par exemple, là, tu as un COVID, là, tu cours, faut acheter Tamiflu, et Tamiflu n'a pas de séparer. Ceci présente d'ailleurs plusieurs inconvénients qui en limitent l'usage. Ils sont efficaces aussi, sont pris dans les 48 heures avant l'apparition des premiers symptômes, et certaines souches virales leur résistent, et enfin, ils ne procurent pas d'immunité contre le virus et n'empêchent pas les malades de contaminer leur entourage. Bon, nous allons aborder le principe qui est solide, ça veut dire les anticorps. Donc, les anticorps sont aussi appelés immunoglobulines. Ils constituent la fraction des protéines C nommées gamma-globulines. Comme nous l'avons mentionné, les anticorps sont des protéines sécrétées par les lymphocytes B effecteurs appelés plasmocytes en réponse à un antigène et ils sont capables de se combiner de façon spécifique avec cet antigène. Ils sont élaborés en réaction à un nombre impressionnant d'antigènes différents, leur variété mais malgré leur variété, tous les anticorps appartiennent à l'une des 5 classes d'immunoglobulines selon leur structure et leur fonction. Nous verrons ultérieurement en quoi ces classes d'immunoglobulines diffèrent. Pour l'instant, nous allons nous pencher sur les caractéristiques communes des anticorps. Donc, on va voir la première partie qui est la structure de base des anticorps et nous allons regarder la figure 21-14. Indépendamment de cette classe, chaque anticorps possède une structure de base formée de 4 chaînes polypeptidiques reliées à des ponts disulfures, liaison soufre-soufre. Lorsqu'elles sont combinées, les 4 chaînes constituent une molécule appelée monomère d'anticorps qui comprend 2 moitiés identiques. La molécule tout entière est en forme de T ou de Y. Bon, alors, on reprend point par point. Toujours le schéma, on est toujours dans une défense adaptative, immunité humorale, et vous avez l'anticorps ici. OK? Donc, lisons ce qui est en bas. On a la figure A et la figure B. Figure A, la structure schématique d'un anticorps représentant ici une IgG, donc on a pris comme exemple IgG au bas, comprend 4 chaînes polypeptiques, ok? 2 chaînes courtes et 2 chaînes lourdes, reliées par des ponts disulfures. Bon, donc ça, c'est ça, les disulfures. Nous avons 4 chaînes. 1, 2, 3 et 4. Il y a une qui coûte, c'est la chaîne légère. Il y a une qui est longue, c'est la chaîne lourde. OK? En plus, OK, nous avons une série de couleurs. Donc, il y a bleu, il y a rose, et il y a mauve, ça dépend. OK?
et nous voyons que couleur vient plus foncé à l'extrémité. Côté qui extrémité, il y aurait le site de fixation de l'antigène. OK? Ces chaînes-là sont reliées entre elles par des ponts disulfure. Et chaque fois qu'on a un pont disulfure, on voit qu'elles font courbe. OK? Au niveau des chaînes lourdes, OK, ils font petit pencher à droite et à gauche. Et côté le penché, hein, c'est dû toujours au point disulfure, il y aurait ça, région charnière. OK? Donc, chaque chaîne possède une région variable, V, radioactive foncée, qui diffère dans les anticorps provenant des différentes cellules et une région constante, C, essentiellement identique dans différents anticorps de même classe. Collectivement, les régions variables constituent les sites de fixation de l'antigène. Chaque polymère d'anticorps possédant deux sites de fixation à l'antigène. OK? Donc, c'est ce qu'on a mis région variable de la chaîne haute, région variable de la chaîne légère. Donc, on a les régions variables ici. OK? Et on a, avant la région charnière, on a la fameuse région de la tige. Ça, c'est le schéma pour l'anticorps. On revient au texte. Deux de, deux, deux de ces chaînes, les chaînes lourdes, ou H pour l'anglais heavy, sont identiques et comportent chacune plus de 400 acides aminés. Donc, les anticorps, ce sont bien des protéines. C'est ça qui fait que l'on dit mon malnutri. OK? Et si on avait la malnutrition protéino-calorique, il n'y a pas suffisamment de protéines. Donc, si mon qui malnutri, il n'y a pas qu'à faire facilement anticorps. Et c'est normal quand il monde qui malnutri, et il est malade plus facile parce qu'il ne va pas pouvoir sécréter des anticorps en quantité. Bon, je referme la parenthèse. Donc, les deux autres chaînes, les chaînes légères ou L, bon, ça peut faire légère aussi, light, OK, sont, ouais, pour eux-mêmes, c'est en rose. On peut dire, oh, docteur, c'est pas rose. En tout cas, pour les blancs, il dit light, léger, en rose. Sont identiques entre elles aussi, mais elles sont environ 2 fois plus courtes que les chaînes lourdes. Les chaînes lourdes présentent une région charnière, je viens de démontrer, flexible, située à peu près à leur milieu, et les boucles, j'ai boucles que je viens de démontrer, le long de chaque chaîne sont créées par les ponts disulfure, je viens de démontrer là, de sorte que les parties intermédiaires des chaînes polypeptidiques se trouvent contraintes de former ces anneaux caractéristiques ou domaines. Donc, les petits groupes, ça, comme dit, ouais, ce sont des anneaux. Ouais, ces points disulfure-là, chaque rédion bois et qui fait des anneaux, OK, ou domaines. OK, anneaux caractéristiques ou domaines. On continue. Chacune des chaînes d'un anticorps possède une région variable V et une région à une extrémité et une région constante, beaucoup plus volumineuse à l'autre extrémité. OK? Dans tous les anticorps d'une classe donnée, les régions V dans tous les anticorps d'une classe donnée, les régions V qui réagissent à des antigènes différents présentent entre elles de grandes différences, tandis que les régions C sont identiques ou presque. Les régions V des chaînes lourdes et légères de chaque moitié d'un monomère s'associent pour constituer un site de fixation de l'antigène, dont la forme lui permet de s'ajuster à un déterminant antigénique spécifique. Par conséquent, chaque monomère d'anticorps possède deux sites de fixation à l'antigène. La distance entre les deux sites varie grâce à l'action de la région charnière des chaînes. Les régions C qui forment la tige, vous savez, ça démontré en bas, qui forment la tige du monomère d'anticorps, déterminent la classe
de l'anticorps et assure des fonctions communes à tous les membres de cette classe. Donc, c'est quoi les fonctions communes? Ce sont les régions effectrices de l'anticorps, appelées aussi segments FC, qui dictent 1. À quelle cellule et substance chimique de l'organisme l'anticorps peut se lier. 2. Comment la classe d'anticorps fonctionnera pour éliminer l'antigène. Par exemple, certains anticorps ont la capacité d'activer le complément. Donc, ouais, interaction qui gagne entre immunité adaptative et immunité innée. Par exemple, certains anticorps ont la capacité d'activer le complément ou de circuler dans le sang, alors que d'autres se rencontrent principalement dans les sécrétions corporelles et possèdent la capacité de traverser la barrière placentaire, etc. Donc là, on a vu les anticorps, la structure de base des anticorps, qu'on y a, nous parle, ouais, les anticorps suivant leur classe, et nous avons le tableau 21.5 qu'on va devoir regarder. Donc, les 5 principales classes ou isotypes d'Ig, d'immunoglobuline, sont désignées par les abréviations IgM, IgA, IgT, IgG et IgE selon la structure des régions C de leur chaîne lourde. Les anticorps de chaque classe assurent des rôles biologiques différents dans la réaction immunitaire et ne se trouvent pas tous au même endroit dans l'organisme, comme le montre le tableau 21.5. Par comparaison, par comparaison avec les autres anticorps, l'IgM est, est un énorme anticorps constitué de 5 unités en forme de Y homolomère, réunies pour former, s'il y en a 5, un pentamère. L'IgA, elle, existe à la fois sous forme de monomère, donc il faut pas qu'il y ait une forme Y, et sous forme de dimère, deux monomères liés ensemble. Donc, c'est seule la forme dimère qu'on va montrer sur le schéma. L'IgD, l'IgG et l'IgE sont des monomères qui possèdent la même structure de base en forme de Y. Un lymphocyte B qui produit une chaîne lourde. Un lymphocyte B qui produit une chaîne lourde d'une classe donnée peut, à certaines conditions, changer de type de chaîne lourde et se mettre à sécréter un anticorps de classe différente, mais qui continue de reconnaître le même antigène. On se rappelle, le lymphocyte B, il ne peut retenir, il ne peut s'attaquer qu'à un seul antigène, le perd d'une naïveté, le pas naïf encore. Donc, un lymphocyte B qui produit une chaîne lourde d'une classe donnée peut, à certaines conditions, changer le type de chaîne lourde et se mettre à sécréter un anticorps d'une classe différente, mais qui continue à reconnaître le même antigène. Par exemple, les premiers anticorps libérés lors de la réponse immunitaire primaire sont des IgM. Plus tard, les plasmotiques sécréteront des IgG. Lors de la réponse immunitaire secondaire, presque tous les anticorps seront de type IgG. Le changement de type de chaîne lourde peut également être autre et permettre de passer de la sécrétion d'IgM à la sécrétion d'IgA ou d'IgE. OK? Donc, pour ça, on devait voir le tableau. Classe d'immunoglobuline. Là, au concours, IgM, pentamère. OK? Ce qui est écrit en bleu, c'est la fonction principale. Je vais remettre en bas là. OK? Il y a une différence. Vous voyez, les caractéristiques les plus importantes apparaissent en bleu. Donc, caractéristiques importantes de l'IgM. L'IgM est la première classe d'immunoglobuline sécrétée par les plasmocytes autour de la réaction primaire. Ce fait est utile sur le plan diagnostique car la présence d'IgM dans le plasma indique habituellement une infection en cours due à un agent pathogène qui a stimulé la formation d'IgM. OK? L'IgM fixe et active rapidement le complément. Elle existe sous forme de monomère et sous forme de pentamère, 5 monomères réunis. La forme de monomère sert de récepteur d'antigène à la surface du lymphocyte B, puisque la forme pentamère, que vous montrez là,
circulent dans le plasma sanguin. Ces nombreux sites de fixation à l'antigène font de l'IgM un puissant agent agglutinant. Donc, afin de agglutination, on va le voir plus tard. L'IgA, elle, sous forme de dimère, est appelée IgA sécrétoire et se rencontre dans les sécrétions comme la salive, le robot, ou tout point IgA à l'autre bout. Donc, c'est une immunité passive. Hein? C'est ça, voilà, le robot, vous échangez votre salive. Donc, l'IgA sous forme de dimère, ceci compte, est appelé IgA sécrétoire et se rencontre dans les sécrétions comme la salive, la sueur, le sucre intestinal, le mucus des voies respiratoires et urogénitales. Bon, pas de rien pour urogénital, mais voilà, vous voyez à quoi je pense. OK, comme immunité passive acquise, OK, ainsi que dans le lait maternel. L'IgA sécrétoire contribue à empêcher les agents pathogènes de s'attacher à la surface des cellules épithéliales, notamment celles des muqueuses de l'épiderme. Et la forme monomère est présente en quantité limitée dans le patient. Maintenant, IgD, monomère, il est attaché à la surface du lymphocyte B, OK, et il tient le rôle de récepteur d'antigène du lymphocyte B, comme l'IgM. L'IgG est l'anticorps majoritaire dans le sérum. Ah, c'est le P+, elle constitue 75 à 85% des anticorps sérums. Elle constitue le principal anticorps à la réaction secondaire et à la réaction primaire tardive et elle se fixe et active rapidement le complément. Elle protège contre les bactéries, les virus et toxines qui circulent dans le sang et la lymphe. Elle traverse le placenta et produit une immunité passive chez le fœtus. Et enfin, c'est pour ces dernières, oui, l'IgE, la tige d'IgE, OK, se lie aux mastocytes et aux granulocytes basophiles. Lorsque les extrémités de son récepteur sont activées par l'antigène, elle déclenche la libération d'histamine. Ah, donc du coup, histamine, une forte réaction inflammatoire. OK? Et d'autres substances chimiques qui contribuent à la réaction inflammatoire et naturellement leur réaction ça porte, on va appeler ça réaction allergique. L'IgE est sécrété par les plasmocytes situés dans la peau, les muqueuses des voies gastro-intestinales et respiratoires, ainsi que dans les tonsilles. Les tonsilles, c'est ça, les amygdales. Elle existe seulement à l'état de trace dans le plasma. Ces concentrations augmentent dans les cas d'allergie grave ou de parasitose chronique du tube digestif. Donc, on peut retourner au texte maintenant. Donc, on a vu l'IgM, l'IgB. OK. Maintenant, on va voir cible et mécanisme d'action des anticorps. OK? On a vu la constitution des anticorps. Toujours faire un petit. Pour les anticorps. OK? On a vu la structure de base des anticorps. On a continué avec les classes d'anticorps. Et maintenant, on va voir cible et mécanisme d'action des anticorps. On fait tout bagage, c'est trop genre moi qui j'ai réagi. Bien que nous avons une petite idée avec le tableau que nous sommes là, mais qu'on y a nous allons de façon plus intense. Et pour cela, vous avez une autre figure 21-15. C'est que ça a plein schéma. Donc, cible et mécanisme d'action des anticorps. Les anticorps ne possèdent pas la capacité de détruire directement les antigènes, mais ils peuvent les inactiver et les manquer pour qu'ils soient détruits par les macrophagocytes. Donc, ça, on va revoir encore. L'événement commun à toutes les interactions entre anticorps et un antigène est la formation de complexes antigènes, anticorps qu'on appelle complexes immuns. On verra plus tard que ces complexes immuns peuvent donner des petits problèmes au niveau. Bon, les mécanismes de défense employés par les anticorps sont l'activation du complément, on revient encore avec l'activation du complément, la neutralisation, l'agglutination et la précipitation. Parmi ces mécanismes, les deux premiers sont les plus importants. On va dire l'activation du complément et la neutralisation. Donc, ça, neutralisation est
La neutralisation. Le mécanisme de défense le plus simple est mis en œuvre lorsque les anticorps bloquent les sites spécifiques situés sur les virus ou les endotoxines bactériennes, c'est-à-dire les substances chimiques toxiques sécrétées par les bactéries. Exemple, on avait visité le tétanos. Les virus ou l'endotoxine ne peuvent plus alors se fixer au récepteur de la membrane plasmique de nos cellules et leur donner des problèmes. Les complexes antigènes-anticorps finissent par être détruits par les phagocytes. Agglutination. Parce que les anticorps possèdent au moins deux sites de fixation à l'antigène. Donc, chaque site K prend deux antigènes de deux corps différents. OK? Donc, un anticorps peut s'attacher à des déterminants antigéniques identiques portés par plusieurs molécules d'antigènes. OK? Et ainsi, il va former des assemblages entre eux. Ça veut dire que, comme il y a deux sites antigènes différents, je me dis là, il y a prendre, par exemple, deux bactéries différentes. Ils collent ensemble. Ou encore des globules rouges, comme on va le voir plus tard. Quand les antigènes de plusieurs cellules sont réunis par des anticorps, les liens établis entre les antigènes provoquent l'apparition d'amas de cellules étrangères, soit l'agglutination. OK, des fois, on parle de floculation. Bon, OK? L'IgM est un pentamère et est donc muni de 10 sites de fixation à l'antigène et est un agent agglutinant particulièrement puissant, puisqu'il y a 10 sites. OK? Donc, un petit bail pour mon qui était ouais, chapitre 17, nous avons vu au chapitre 17 que ce type de réaction qui se produit, que c'est ce type de réaction qui se produit lorsque du sang incompatible est transfusé. OK? Les érythrocytes étrangers s'agglutinent. Et lorsqu'on effectue des épreuves de détermination de groupes sanguins. Donc, s'il n'est pas compatible, automatiquement, il va avoir agglutination. Donc, ça, c'est la première. Deuxième fonction. Bon, mais là, je vais un texte en page ça, l'autre page là, OK, avec le fameux schéma qu'on verra après. Précipitation. La précipitation est le mécanisme par lequel les molécules solubles, plutôt que des cellules, sont réunies pour former de gros complexes qui se déposent et se séparent de la solution. À l'instar des bactéries agglutinées, ces molécules d'antigènes précipités, donc immobilisées, sont beaucoup plus facilement capturées et englobées par les phagocytes. OK? Et donc, plus la personne est infectée, vous allez avoir cette précipitation et on peut le voir dans un examen qu'on appelle vitesse de sédimentation. On verra plus tard. Activation du complément. L'activation du complément, c'est une révision, constitue le moyen de défense principal des anticorps contre les antigènes cellulaires tels que les bactéries ou les érythrocytes incompatibles. Lorsque plusieurs anticorps se fixent étroitement à la même cellule, les sites de fixation du complément situés sur la tige des chaînes lourdes s'alignent de sorte que le complément est activé. Donc, il doit regarder la page de français. Ça, si vous regardez je l'active encore. Les complexes d'attaque membranaires peuvent s'insérer dans la surface de la cellule portant l'antigène et déclencher la lyse de sa membrane plasmique. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, les molécules libérées au cours de l'activation du complément amplifient considérablement la réaction inflammatoire et provoquent le processus d'opsionisation, lequel favorise la phagocytose par les macrophagocytes et les granulocytes neutrophiles. Se met alors en place un cycle de rétroactivation qui mobilise un nombre de plus en plus grand d'éléments voués à la défense de l'organisme. Donc, on a vu ça déjà. Donc, un moyen commun de se souvenir des mécanismes d'action des anticorps est d'imaginer qu'ils ont un plan P pour précipitation, L pour lyse, pour le truchement du complément, A pour agglutination et N pour neutralisation. Voici le schéma. OK? Donc, antigène en bord, anticorps en plus. Yo relié entre eux, ça donne un complexe d'antigène anticorps. OK? Donc, ceci, ça va inactivité l'antigène par neutralisation, bloque les parties dangereuses dans toxines et bactériennes par agglutination pour des antigènes liés à des cellules. Et là, on prend en première, c'est IgM non, ils sont bêta, OK?
précipitation pour les antigènes solubles. OK? Tandis que complexe IME antigène anticorps, ça va aussi déclencher l'activation du complément qui va former ce qu'on appelle un port de la membrane plasmique. Avec pour conséquence, bouh, bah, la pété, la cytolyse, ou bien ça va accentuer la phagocytose par optionnisation, OK? Ou augmenter aussi la réaction inflammatoire, OK? De même que notre complexe antigène-anticorps va accentuer la phagocytose. OK, on continue. On a presque fini. Donc, déséquilibre homéostatique, les parasites, nos chers parasites, les vers. Dans le monde entier, des milliards de personnes sont infectées par des vers parasitaires comme Ascaris et Schistosoma. Notre système immunitaire a de la difficulté à s'attaquer à ces gros agents pathogènes et, et les mécanismes d'action des anticorps ne suffisent plus. Néanmoins, ils jouent un rôle crucial dans la destruction des vers. Exemple, les anticorps IgE recouvrent la surface de ces parasites, indiquant aux granulocytes et aux eosinophiles qui doivent les détruire. Quand ils rencontrent un ver recouvert d'anticorps, les granulocytes et les eosinophiles se lient aux tiges de l'IgE, ce qui déclenche la libération de substances toxiques contenues dans les granules cytoplasmiques des granulocytes et eosinophiles sur la poix. Alors, comme on dit, j'ouvre une petite parenthèse, vous voyez que lorsque la personne a des vers, ce sont les granulocytes éosinophiles qui vont augmenter dans l'hémogramme complet. Utilisation des anticorps monoclonaux comme outil de recherche. Les anticorps monoclonaux sont des préparations d'anticorps purs, donc c'est pas préparé par notre corps, non, purs qui sont spécifiques d'un déterminant antigénique unique. Ils sont synthétisés par les descendants d'une seule cellule. Ils appartiennent tous au même clone, d'où leur nom, anticorps qui viennent du même clone, donc monoclonaux. Les anticorps préparés à des fins commerciales sont utilisés dans la recherche fondamentale, la recherche clinique et les traitements. Donc, on emploie les anticorps monoclonaux pour confirmer le diagnostic de grossesse. OK? Par exemple, les anticorps reconnaissent l'hormone de grossesse, on dit le bêta-HCG ou carrément HCG, dans l'urine d'une femme enceinte. Donc, c'est yo que vous servi leur test grossesse. Et de certaines infections transmissibles sexuelles, notamment la chlamydiase, de quelques formes de cancer, de l'hépatite et de la rage. Les épreuves d'anticorps monoclonaux utilisées à ces fins sont plus précises, sensibles et rapides que les épreuves diagnostiques classiques. Les anticorps monoclonaux servent également à traiter. Donc, on a vu ça dans la recherche clinique, mais on va voir la partie traitement. OK? Les anticorps monoclonaux servent également à traiter la leucémie et les lymphomes, deux formes de cancer qui se manifestent dans la circulation sanguine et sont ainsi facilement accessibles par les anticorps injectés. On les emploie comme missiles à tête chercheuse afin de diriger les médicaments anticancéreux immunotoxines exclusivement sur les cellules cancéreuses ainsi que pour le traitement de certaines maladies auto-immunes qu'on verra plus loin. Alors, pour nous résumé du rôle des anticorps, fondamentalement, les anticorps et les agents pathogènes sont engagés dans une course contre la mort parce que les uns pour se mobiliser, donc les anticorps, les autres pour se multiplier, les antigènes. Donc les antigènes se multiplient et les anticorps, il faut qu'ils se mobilisent bien rapidement pour que les antigènes ne donnent pas trop de problèmes, ne rendent pas personne malade et pas faire mourir. À l'issue de cette guerre, et l'issue de cette guerre détermine si on tombe malade ou si on échappe à l'infection. Il faut se rappeler toutefois que la formation des complexes anticorps antigènes ne détruit pas les antigènes. Elle prépare plutôt l'antigène pour la destruction par les défenses innées. Les anticorps produits par les plasmocytes constituent sous plusieurs aspects l'arme la plus simple de la réaction immunologique. Elle ne procure toutefois qu'une immunité partielle. La spécialité des anticorps
consiste à réagir aux bactéries intactes, aux virus libres et aux molécules hydrogène solubles dans l'environnement extracellulaire. On se rappelle, c'est l'entité extracellulaire, c'est-à-dire qu'il se trouve dans les sécrétions corporelles et les liquides tissulaires ainsi que dans la nef et le sang circulant. Les anticorps n'envahissent jamais les tissus solides, à moins que ceux-ci ne présentent une inflammation, parce qu'à ce moment-là, vous avez la dilatation, l'augmentation de l'extravasation, blablabla, blablabla, jusqu'à récemment. Ah, c'est ce que j'adore. Se rappeler que la médecine n'est pas une science exacte. Donc, fin de bagala, il y a une bail contraire. Jusqu'à récemment. Il était généralement convenu que les anticorps agissent uniquement à l'extérieur des cellules. On sait toutefois aujourd'hui qui peuvent également agir à l'intérieur des cellules. La médecine n'est pas une science exacte. Ainsi, les anticorps qu'on attache à un virus avant que celui-ci n'infecte une cellule peuvent y rester accrochés quand il s'insinue dans une cellule. Une fois à l'intérieur, les anticorps activent des mécanismes intracellulaires qui détruisent le virus. Cela dit, les anticorps demeurent plutôt inefficaces contre certains micro-organismes infectieux, les virus et le bacille de la tuberculose, par exemple. Ils s'introduisent rapidement dans les cellules pour s'y multiplier. En pénétrant dans les cellules, ils se mettent à l'abri de l'action des anticorps et il devient nécessaire de mettre en œuvre d'autres moyens. C'est alors qu'il devient la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Voilà. Donc, ça, c'est en dehors de la cellule ce qui se passe. À la prochaine vidéo, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Bon, on a été assez long cette fois-ci. Sur ce, je dis à tout le monde bye bye et à la prochaine vidéo.